Bonjour, bienvenue à nouveau dans cette petite intervention sur les quelques à l'actualité. La dernière en date ne date que de 15 jours, donc il n'y a pas de grands changements. Simplement, il y a quelques jurisprudences qui m'ont semblé intéressantes à partager avec vous et qui permettent une certaine remise en perspective sur certains éléments. L'une d'entre elles, et j'ai reçu là à l'instant, encore une fois, de votre part quelques petites questions sur cette thématique-là. C'est la question des congés annuels et du report. Hein, dans le programme, hein, c'était l'acquisition et le report des congés annuels à l'aune de l'arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2023. Alors, vous allez me dire, c'est la Cour de cassation, c'est pas notre problème. C'est vrai, euh, c'est pas compétent pour les fonctionnaires et les contractuels des agents publics. Cependant, elle se base sur une jurisprudence et un texte européen, en l'occurrence qui est la directive 2003/88/CE, qui est assez importante et dont on parle déjà depuis de nombreuses années, puisque elle est venue hum, en contradiction. La Cour de justice a constaté la contradiction qu'il pouvait y avoir entre notre droit national, notamment en ce qui concerne les agents publics, et cette directive. Donc, je vais mettre un petit peu de perspective à tout ça sur la question du report. Alors, le terme report, il est un peu alambiqué. Je préfère utiliser le terme d'allongement de la période d'utilisation des congés annuels. Donc, on va voir ça. J'ai essayé de faire des schémas pour expliquer le truc. J'espère qu'ils seront compréhensifs. Ensuite, des jurisprudences sur des situations plus pratiques, enfin, même si c'est pratique déjà, mais disons la question du changement d'affectation d'un agent contractuel. Ça permettra de revenir vite fait hein, sur la différence fondamentale qu'il existe entre un contractuel et un titulaire, qui est reprise d'ailleurs par le juge administratif. Des JP sur l'imputabilité au service, il y en a tous les mois. Ça, puisque on est sur un véritable contentieux qui concerne quasiment la moitié des contentieux des agents publics. Donc tous les mois, on a une petite JP, donc on reviendra sur comment le juge apprécie la notion d'imputabilité, encore une fois, avec quelque chose qui doit peupler vos déclarations, c'est les fameux stress post-traumatiques. La question de la formalisation de l'entretien préalable en matière de licenciement pendant la période d'essai d'un agent contractuel de droit public, euh, avec une précision du juge qui n'est pas surprenante, mais sur laquelle on reviendra. La question de la réévaluation des agents contractuels, hein, toujours sur les agents contractuels. Et enfin, une petite précision sur l'astreinte comme temps de travail. Ça aussi, c'est une problématique récurrente. Je reviendrai aussi à cette occasion-là, sur la jurisprudence, encore une fois, européenne. On voit quand même qu'il y a une influence importante du droit européen, et c'est bien normal, en termes d'articulation juridique, sur le droit national. Alors, on va commencer par ce qui va certainement être le gros morceau et qui va peut-être amener des questions de votre part au quotidien. C'est la thématique de l'acquisition et du report des congés annuels. Alors, en termes d'acquisition, la principale modification, la principale appréciation de la Cour de cassation, elle vient du fait que dans le privé, sauf lorsque j'en ça. Dans le privé, sauf lorsque c'est un accident du travail ou une maladie professionnelle, le Code du travail prévoit que les salariés n'acquièrent pas de congés payés. C'est vrai que c'est pas le cas pour les agents publics. En tout cas, c'est pas le cas pour les fonctionnaires. Un fonctionnaire en congé pour raison de santé acquiert des, euh, euh, des congés annuels, ce qui a un impact du coup sur l'autre thématique qui est celle du report des congés annuels du fait de l'incapacité de l'agent à pouvoir prendre ses congés annuels, justement, du fait de la maladie. Donc un fonctionnaire acquiert des congés payés, des congés annuels pendant ses congés pour raison de santé. Ce n'est pas le cas d'un salarié de droit privé. C'est en partie le cas pour un contractuel de droit public, puisqu'en théorie, un contractuel de droit public, enfin, quand je dis en théorie, c'est à l'aune du décret 91-155, juridiquement,
un agent contractuel de droit public, s'il acquiert des congés annuels pendant une période de congé maladie rémunérés, il n'en acquiert pas pendant des périodes de congé maladie non rémunérés. Et c'est là-dessus que peut-être l'arrêt de la Cour de cassation pourrait avoir un effet similaire, enfin pas directement, on est d'accord, mais indirectement dans le cadre d'une éventuelle jurisprudence du Conseil d'État. Euh, cette différence a un impact sur la façon dont enfin, plutôt sur les conséquences des rallongements des périodes d'utilisation des congés annuels. Et c'est l'occasion de revenir un petit peu, de faire un point sur cette question-là, puisque depuis l'arrêt du Conseil d'État du 26 avril 2017, on a eu quelques évolutions et surtout, on a un droit national qui reste toujours contraire à, euh, au droit européen. Je vous rappelle le principe, vous connaissez tous par cœur le décret 2002-8 du 4 janvier 2002 sur les congés annuels des agents publics hospitaliers, qui nous dit que j'ai une période d'acquisition et d'utilisation des congés annuels qui correspond à l'année. J'acquiers des congés en 2023 que je prends en 2023. Je mets de côté le CET, bien sûr. Euh, et le texte me dit que les congés annuels acquis au titre d'une année ne peuvent pas se reporter d'une année sur l'autre. C'est notre droit national. Sauf que ce droit national, eh ben, il est contraire aux dispositions européennes. Et ce sont des points qui, d'un point de vue général, ont déjà été constatés depuis déjà de nombreuses années, notamment une décision pardon, de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est l'organe qui vérifie si les États appliquent les directives, et en l'occurrence hein, la directive 2003-88, donc la 88e directive de l'année 2003, est assez claire là-dessus. Tout travailleur, qu'il soit en congé de maladie pendant la dite période de référence à la suite d'un accident survenu sur le lieu de travail ou ailleurs, ou à la suite d'une maladie de quelque nature ou origine qu'elle soit, ne saurait voir affecter son droit au congé payé d'au moins 4 semaines. Alors là, son droit au congé payé d'au moins 4 semaines, euh, cette notion de 4 semaines est très importante. En Europe, les pays qui ont signé cette directive sont des pays qui se sont tous engagés à donner au moins 20 jours, 4 semaines de congés annuels à leurs travailleurs. Travailleurs, parce que ça sort de la notion d'agent public. En France, et plus particulièrement le décret 2002-8, prévoit que les jours de congés annuels, c'est 5 fois les obligations hebdomadaires. Et du coup, il faut bien faire la différence, et j'y reviendrai, entre d'un côté la notion de congé de 4 semaines qui est le minimum européen, et de l'autre côté, les congés annuels dits supplémentaires. Alors, quand on parle de congés annuels supplémentaires, aujourd'hui, j'en parle au sens des congés annuels supplémentaires par rapport au minimum conventionnel européen. Donc, en fait, un fonctionnaire ou un agent contractuel de droit public, il a le droit à 25 jours de congés annuels, mais sur ces 25 jours de congés annuels, j'ai 20 jours qui sont garantis. Les 5 jours qui sont liés à l'Europe. Et les 5 jours, c'est les jours supplémentaires. Hein, donc j'ai une garantie de 20 jours européenne et j'ai 5 jours supplémentaires. Vous allez voir, on va y revenir sur la question du rallongement de la période d'utilisation des congés annuels lorsque l'agent n'a pas pu prendre ses congés annuels du fait notamment d'une maladie. Donc, ces dispositions européennes, le Conseil d'État a, dans un arrêt de principe du 24 avril 2017, constaté qu'elles font obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu'il était en congé de maladie pendant toute ou partie de cette période, s'éteigne à l'expiration de celle-ci. Donc, un agent
qui n'a pas pu bénéficier de ses congés annuels du fait d'un congé pour raison de santé a le droit au report des congés annuels. Cette jurisprudence, déjà, on peut l'étendre à d'autres types de congés. Et la Cour de justice l'a déjà étendue à la question du congé maternité. On peut l'imaginer aussi sur tous les types de congés subis par l'agent qui l'empêcherait de pouvoir jouir de son congé annuel sur la période d'utilisation de congé annuel. L'objectif, c'est pas tellement un report. L'objectif ici, c'est de rallonger la période d'utilisation des congés annuels. C'est-à-dire de dire, normalement, tes congés annuels, elles sont acquis en 2023, ils doivent être utilisés en 2023. Si j'ai pas pu les utiliser en 2023, je vais pouvoir rallonger la période d'utilisation et dire non plus jusqu'au 31 décembre 2023, mais plus tard. Rien n'empêcherait le réglementateur de modifier le décret 2008 et de dire que, par exemple, le fonctionnaire qui n'a pas pu, ou l'agent public qui n'a pas pu utiliser ses congés annuels du fait de ça, d'un congé pour raison de santé, pourrait utiliser les congés annuels acquis, non pas jusqu'au 31 décembre de l'année d'acquisition, mais jusqu'au 31 décembre de l'année plus 1, par exemple, jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, et du coup, c'est pour ça que le juge est intervenu là-dessus et s'est positionné. Alors, de report, quelle est la période de report? La Cour de justice de l'Union européenne ne donne pas de délai. Elle, par contre, elle va contrôler si le délai est suffisamment important au regard de ce à quoi sert un congé payé. Un congé payé pour le juge européen, et tel que c'est défini dans la directive 2003-88, c'est une période de détente et de loisir qui a pour objectif de se reposer et de s'amuser, grosso modo. Et du coup, il faut que cette période de détente et de loisir soit quand même rattachable à une période de travail. C'est la raison pour laquelle, si j'acquiers des congés annuels ou des congés payés en 2023 euh, et que je peux pas les prendre, je pourrais les prendre plus tard, mais pas en 2030. Parce que en 2030, quel est le lien que je peux faire? Je parle à la place du juge européen, hein. Quel est le lien que je peux faire entre d'un côté le fait d'avoir travaillé en 2023 et de l'autre côté le fait d'avoir une période de détente et de loisirs en 2030. C'est pour ça que le juge européen nous dit, encore une fois, qu'une réglemente nationale, elle peut prévoir une période, un moment au-delà duquel les congés payés acquis sont perdus. Encore une fois, dans le décret 2008, il n'y a rien. Donc, le juge est intervenu et il nous dit que la période de rapport, c'est 15 mois. Alors, pourquoi 15 mois? Bah, pourquoi pas? Alors, pourquoi pas? Oui, mais non. Euh, il s'est inspiré d'une jurisprudence européenne qui avait la jurisprudence européenne, elle a pu considérer entre 2009 et 2012 que 9 mois c'était pas suffisant, que 15 c'était suffisant par rapport à des situations particulières de pays étrangers, parce que ce genre de jurisprudence, elle ne concerne pas que la France, monsieur, pas que la France en Europe. Donc 9 mois c'était pas suffisant, 15 mois c'était suffisant, mais rien ne dit que un an eût été suffisant. Comme la Cour de justice ne s'est pas prononcée là-dessus, le juge, par sécurité, il a pris la jurisprudence de 15 mois et il dit voilà, c'est 15 mois. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Prenons ici plusieurs années. J'ai une période d'utilisation et d'acquisition de congés annuels en 2022 qui est 2022. C'est-à-dire que en 2022, j'acquiers des congés annuels que je dois prendre en 2022. C'est le décret 2002-8. Imaginons ici que mon agent, il est malade pendant une période, vous voyez, il est en activité,
il est malade un certain temps. Alors quand je mets congé maladie ici, c'est congé de manière générique, hein. Je n'ai pas fait la différence en CMO, CLM, CLD. Donc il est en congé maladie de 2022, au courant de l'année 2022 jusqu'au courant de l'année 2023, puis reprend. Ce que nous dit cette jurisprudence, c'est que la période d'utilisation des congés 2022, qui est normalement du 1er au 31 décembre 2022, elle est rallongée elle est rallongée de 15 mois. Et donc de 15 mois, ça fait quoi? Ça fait que, eh bien, mon agent, c'est du 31 décembre 2022 plus 15 mois. Ça me ramène au 31 mars de l'année 2024. Donc, euh, j'ai une rallonge de la période d'utilisation des congés annuels que je n'aurais pas pu utiliser en 2020, en 2022. Alors, ok, c'est 15 mois. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe quand j'ai plusieurs années? Eh bien, on va réutiliser. Imaginons qu'on a cette situation-là. Donc, 2022, 23, 24, 25, 2026. Mon agent, il tombe malade courant 2022 et il reste malade jusqu'au tout début de l'année 2025. Donc, les périodes d'utilisation 2022, 2022, 2023, 2023, 2024, 2024. Je vais avoir une succession d'un rallongement de ces périodes-là. Pour 2022, c'est rallongé jusqu'au 31 décembre 2024, jusqu'au 31 mars, pardon, 2024. Pour 2023, c'est rallongé jusqu'au 31 mars 2025. Et pour 2024, pardon, c'est rallongé jusqu'au 31 mars 2026. Donc chaque fois, je rallonge la période d'utilisation. Ça veut dire que quand il va revenir, mon agent, ici, courant 2025, eh bien, il va pouvoir bénéficier les jours 2022, la période de rallonge 2022, c'est jusqu'à 31 mars, pardon, 2024, bah, c'est perdu. Par contre, les jours 2023, eh bien, il va pouvoir les utiliser jusqu'au 31 mars 2025. Et les jours 2024, la période d'utilisation, serait rallongé jusqu'au 31 mars 2026. Alors, la période, ok, 15 mois. Maintenant, combien de jours? Combien de jours vont être reportés? Et c'est là que je vais revenir à la différence qu'il y a entre, d'un côté, les jours qui sont les jours de droit européen et de l'autre côté, les jours de congé annuel supplémentaires. La Cour de justice de l'Union européenne nous dit que la directive 2003/88/CE doit être interprétée dans le sens où elle ne s'oppose pas à des dispositions du droit accordant aux fonctionnaires des droits à congés payés supplémentaires, s'ajoutant au droit à congé annuel payé minimal de 4 semaines, sans que soit prévu le paiement d'une indemnité financière lorsque le fonctionnaire partant à la retraite n'a pas pu bénéficier de ses droits supplémentaires en raison du fait qu'il n'a pas pu exercer ses fonctions pour cause de maladie. Je traduis. Combien de jours l'agent peut se voir reporter et éventuellement payer? Eh bien, c'est 20 jours. C'est 20 jours uniquement. Ça nous fait bien la différence entre, d'un côté, les jours minimum européens, 20 jours, et de l'autre côté, les jours supplémentaires, 5 jours supplémentaires en France. Il y a d'autres pays où peut-être ils en ont plus. Il y a d'autres pays où ils en ont que 20. Mais du coup, on fait la différence entre les deux. Et donc, le droit au report qui vient de l'Europe, c'est maximum 20 jours. Donc, imaginons que j'ai un agent qui est absent au cours de l'année 2022,
qui n'a pris aucun jour de congé annuel, quand il revient en 2023, hein, puisqu'on a une période d'utilisation rallongée, il aurait que 20 jours au titre de l'année 2022. Donc 2022, il prend aucun jour, il tombe malade, et quand il revient courant 2023, eh bien, il a 20 jours au titre de 2022, plus les 25 jours de congé annuel dont il va pouvoir bénéficier au titre de 2023. Donc c'est 20 jours. Alors, si je complique un petit peu la chose et que je reprends la situation d'un agent qui a une absence sur plusieurs années. Période d'utilisation rallongée 2022, 31 décembre 2024. Période d'utilisation rallongée 2023, 31 mars, pardon, pas décembre, mars. Si on est dans le mois de décembre, je veux absolument être au 31 décembre. Et je ne sais pas quoi. C'est 31 mars 2025. Les jours de 2024 jusqu'au 31 mars 2026. Donc mon agent, ici, il est en activité. Il tombe malade en courant de l'année 2022. Là encore, il a posé aucun jour. 2023, 2025, 24. Il revient début 2025. Là, il revient avec combien de jours? Les jours de 2023, pardon, les jours de 2022 sont perdus, puisque on a dépassé le 31 mars 2024. Par contre, comme il revient avant le 31 mars 2025, les jours de 2023 qu'il n'a pas pu utiliser puisqu'il était malade, mais qu'il a quand même acquis, puisque les périodes de congé maladie sont des périodes d'acquisition de congé annuels, il peut en bénéficier, mais il peut en bénéficier que de 20. Et ces 20 jours, il va devoir les prendre, en théorie, avant le 31 mars 2025. Est-ce que c'est tout? Non. Il y a aussi 2024. Il y a aussi 2024. Là encore, il a les jours de 2024, mais là encore, c'est limité à 20 jours au titre de 2024, plus les jours de 2025. Alors, combien de temps il a pour prendre les jours de 2023? Si je fais l'exégèse juridique et que je m'arrête au texte que j'ai là, ça serait jusqu'au 31 décembre 2023. S'il n'a pas pu les prendre, est-ce qu'on les paye? Est-ce que c'est perdu? Bah, le juge me le dit pas. Et je n'ai pas de réponse législative, de réponse jurisprudentielle du Conseil d'État, à ma connaissance, sur cette question-là. Les 20 jours de 2024, eux, en théorie, encore une fois, ils pourraient les prendre jusqu'au 31 mars 2026. Et puis, il y aurait ceux de 2025 à prendre en 2025. Ce qui va être, qui ne va pas être sans poser des questions d'organisation. Alors, après, euh, j'essaie d'accompagner les employeurs publics à l'idée de s'approprier le droit et de ne pas le subir et les situations. C'est vrai qu'ici, on peut se dire, waouh, ça veut dire que j'ai 65 jours de congé annuel à poser, aller au mieux jusqu'au 31 mars 2026. Pas fastoche. Maintenant, je peux me dire aussi que c'est un agent qui revient d'une longue période de congé maladie, et pourquoi pas, en accord avec lui, d'essayer d'utiliser les congés annuels comme un outil de retour progressif à l'emploi et comme un moyen de pseudo temps partiel pour motif thérapeutique qui permettrait de garantir à l'agent les droits sans pour autant ses droits à congé annuel, sans pour autant trop influer sur ma situation de gestion. Ça reste que j'aurai tous ces jours à poser et à prendre. Donc bon, on peut essayer de réfléchir à des façons de le mettre en œuvre. Alors,
une fois qu'on sait que ça peut être reporté, la question c'est est-ce que ça peut être payé? Est-ce que je peux payer des jours de congé annuels qui n'ont pas pu être pris par un agent public et notamment un fonctionnaire? C'est vrai que si l'indemnité compensatrice de congé payé est prévue dans le décret 91-155, d'ailleurs modifié, on en a déjà parlé, justement sur les cas où l'agent n'a pas pu prendre ses congés annuels du fait de son employeur. Dans la fonction publique, il n'y a rien pour les fonctionnaires qui prévoit le paiement des jours de congés annuels qui n'auraient pas été pris. Il n'y a aucune disposition autour de la notion d'indemnité compensatrice de congés payés. En même temps, il n'y a pas de disposition non plus sur le report du congé annuel du fait de la maladie. Et tout comme ce cas-là, on a une jurisprudence du juge européen, puis du juge national, qui nous dit que lorsque l'agent ne peut exercer le droit au report parce qu'il ait mis fin à la relation de travail, et c'est vraiment parce qu'il ait mis fin à la relation de travail, il a le droit à une indemnisation financière. La limite, je vous le donne en mille, c'est 4 semaines par année de référence, et c'est assez récent, 2022. Donc là encore, on n'aurait un droit que à 4 semaines, donc 20 jours d'indemnisation. Donc, reprenons un exemple assez simple. Mon agent est en activité, il est malade et il est radié des cadres pour invalidité sur sa demande. Sa période d'utilisation de CA, normalement, c'est 2022. Période rallongée jusqu'au 31 mars. Donc, en fait, il aura le droit à une indemnité compensatrice de congés payés qui serait de 20 jours au titre de 2022 s'il n'a pas pu en prendre en 2022, plus les jours qu'il a acquis en 2023 à la date à laquelle il est radié des cadres. Donc, on aurait cette indemnisation sur cette forme d'indemnité compensatrice de congé. Alors, autre point, c'est justement la question des congés pendant le congé maladie, des congés annuels, pardon, pendant le congé maladie. Euh, pour les contractuels de droit public, pour apprécier l'ancienneté permettant l'acquisition de congés annuels, on a une liste. Alors, c'est pas écrit comme ça, mais il découle du décret 91-155. On a une liste de congés qui permettent d'acquérir des congés annuels, qui permettent d'acquérir de l'ancienneté. Dedans, on a le congé maladie rémunéré. Et du coup, le congé maladie rémunéré n'est pas pris en compte pour l'acquisition de congés annuels. Et ça, c'est contraire au droit européen. En tout cas, c'est la position de la Cour de cassation. Alors, attention, c'est pas d'application directe, puisque on est sur la Cour de cassation, donc ça concerne les salariés de droit privé. Les salariés de droit privé n'acquièrent pas de congés annuels du fait de congés payés, pardon, du fait d'arrêt non lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Euh, et du coup, la Cour de cassation nous rappelle que la directive 2003/88/CE, la fameuse, c'est toujours la même, hein, c'est elle qui nous embête tant, et qui, et si elle avait pas l'avantage, mais qui a pour but d'améliorer notre droit, elle n'opère aucune distinction hein, sur le fait que mon agent soit absent en vertu d'un congé maladie ou pas, et que ce soit lié au travail ou pas. Et donc, du coup, un salarié de droit privé qui est malade, il a le droit d'acquérir des congés payés. Pour les fonctionnaires, c'est pas un débat, puisque j'acquiers des congés payés pendant un congé pour raison de santé. Pour le contractuel, c'en est un, puisque lorsque je suis en congé rémunéré, donc vous savez, en fonction de l'ancienneté de l'agent, je vais lui rémunérer directement un an à plein, un mois à plein, pardon, un mois et demi, 2 mois à plein, 2 mois et demi, 3 mois à plein, 3 mois et demi. Euh, et du coup, là, j'acquiers des congés annuels. Par contre, lorsque je suis en congé non
rémunéré. Donc, après 2, 4 ou 6 mois, je n'acquiers plus de congé annuel. Et ce droit, cette partie du décret 8055 s'avère du coup aux yeux de la Cour de cassation, donc très certainement plus tard, puisqu'on est sur un droit européen aux yeux du Conseil d'État, contraire à la directive 2003-88-CE. Donc, on n'est pas à l'abri d'un contentieux permettant d'acquérir des congés annuels, y compris pendant le congé maladie des agents non titulaires. Alors, autre thématique, après ces congés annuels, et c'est la question du changement d'affectation refusé par un contractuel. Le changement d'affectation refusé par un contractuel ne constitue pas un abandon de poste. C'est comme ça que j'ai intitulé cette petite partie. Alors, petit rappel, hein, emploi civil permanent égale fonctionnaire. Et en théorie, juridiquement parlant, enfin, pas en théorie, juridiquement parlant, je ne peux recruter un agent contractuel de droit public que par exception ou par dérogation. Et j'ai une liste exhaustive hein, de motifs de recrutement. Je vais avoir l'accroissement temporaire ou saisonnier d'activité qui est limité à 12 mois sur 18 ou 6 mois sur 12. Je vais avoir le contrat de projet avec un contrat d'un an minimum et de maximum 6 ans pour mener à bien un projet ou une opération identifiée. J'ai le remplacement momentané d'un agent euh, qui est autorisé à exercer des fonctions partielles ou qui est absent. La vacance temporaire d'un emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire, un an renouvelable une fois, ce qui me fait 2 ans. Les emplois à temps incomplets inférieurs à 50%. Puis l'absence de corps de fonctionnaires et les compétences techniques spécialisées ou des fonctions nouvellement prises en charge pour vous dans l'hospitalier sur les besoins permanents. En tout état de cause, la différence fondamentale qu'il existe entre un contractuel et un fonctionnaire, c'est que le fonctionnaire est titulaire de son grade et qu'il a vocation à être affecté dans un n'importe quel emploi correspondant à son grade, ce qui n'est pas le cas dans le versant hospitalier des agents contractuels de droit public, agents contractuels de droit public qui sont recrutés sur un poste. Du coup, je ne peux pas changer un agent contractuel de droit public de poste comme je peux affecter un fonctionnaire sur un autre poste, un fonctionnaire titulaire de son grade et non pas de son emploi. Hein, j'ai la possibilité de dire à un fonctionnaire, voilà, à partir de tel jour, tu vas changer de poste. C'est d'ailleurs une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours à partir du moment où il n'y a pas de modification dans la situation de rémunération et dans le niveau d'encadrement et qu'il y a un respect des droits de l'agent et notamment des droits liés à son grade. Hein, le grade définit l'emploi, donc je dois être affecté sur un emploi correspondant à mon grade. Un aide-soignant doit être sur un poste d'aide-soignant et non pas sur un poste administratif. CF, certains maintiennent dans l'emploi, pas, pas toujours, euh, euh, pas toujours carré. Euh, mais en tout état de cause, je peux affecter un fonctionnaire ailleurs que le poste qu'il occupe. Et si jamais le fonctionnaire ne va pas dans le nouveau poste que je lui donne, eh bien, je vais pouvoir lancer la procédure d'abandon de poste. Cette procédure est inapplicable pour les agents contractuels de droit public. L'agent contractuel que je recrute en tant qu'agent d'accueil, il est agent d'accueil. Et je ne peux pas le mettre ailleurs que sur un poste d'agent d'accueil. C'est une modification d'un élément essentiel de son contrat, son poste. Je ne peux pas faire de l'abandon de poste. Par contre, ce que je peux faire, c'est engager à l'encontre de l'agent une procédure de licenciement, mais pour refus de modification du contrat. Ça, je ne sais pas si vous
le maîtriser, mais lorsque j'ai un agent contractuel dont le poste vient à être supprimé, j'ai l'obligation, dans le cadre du processus décisionnel, de lui proposer un, un autre poste si j'en ai un, et l'agent a la possibilité de l'accepter ou pas. Et s'il refuse ce nouveau poste, eh bien, je vais lancer une procédure de licenciement, mais cette fois avec indemnité de licenciement, ce qui n'est pas l'abandon de poste, et en plus un licenciement qui sera considéré comme une perte involontaire d'emploi et qui ouvrait droit au chômage, ce qui n'est pas le cas de licenciement pour abandon de poste. Autre point, le formalisme de l'entretien pendant la période d'essai. Alors, vous le savez, les agents contractuels de droit public sont recrutés par contrat, et en fonction de la durée du contrat, ils vont pouvoir bénéficier, enfin, ils vont devoir subir euh, une, euh, une période d'essai qui a pour but de vérifier si mon agent est suffisamment bon ou pas. Cette période d'essai est définie dans le contrat. Elle est unique, hein. Il n'y a qu'une période d'essai initiale, hein. Je n'ai pas le droit de faire euh, plusieurs périodes d'essai au moment du renouvellement du contrat. Donc, la période d'essai est là en fonction de la durée du contrat. Ah, c'est un jour ouvré par semaine de contrat, dans la limite de 3 semaines pour un contrat inférieur à 6 mois, de 1 mois pour un contrat inférieur à 1 an, 2 mois pour un contrat inférieur à 2 ans, 3 mois pour un contrat supérieur à 2 ans, et 4 mois pour un CDI. Elle est renouvelable une fois pour une durée au plus égale. Et elle doit être prévue au contrat de l'agent, la possibilité. Euh, le licenciement pendant la période d'essai doit être précédé d'un entretien. Doit être précédé d'un entretien qui ensuite donne lieu à une décision qui est motivée si c'est un licenciement au cours de la période d'essai, et une décision qui n'est pas nécessairement motivée lorsque c'est au terme de la période d'essai. Alors attention, hein, ça j'en parlais encore récemment dans un établissement, il faut faire bien la différence entre la notion de motivation d'une décision, c'est-à-dire que on doit sur la décision indiquer quelles sont les raisons pour lesquelles je prends cette décision. Donc c'est la motivation de la décision, et le fait de pouvoir motiver la décision. Le fait de pouvoir motiver la décision, c'est que toute décision prise par un employeur public doit être justifiée par des nécessités de service, et doit certainement pas être justifiée par d'autres intérêts. Donc, là-dessus, bon, il n'y a pas de grande nouveauté. Maintenant, l'absence d'entretien, c'est un vrai souci. Ça vise la procédure. Cependant, la question qu'on peut se poser, c'est celle du formalisme de l'entretien. Normalement, hein, quand je prends un entretien dans le cadre d'un licenciement, pour une raison autre que la période d'essai, j'ai toute une procédure à respecter, hein. Je dois convoquer l'agent en rare ou remettre en mise en main propre au moins 8 jours avant, pardon, 5 jours avant. Je dois lui indiquer quel est le motif. Donc, bon, j'ai toute une structuration de la raison pour laquelle je fais mon licenciement pendant la période d'essai. Je fais un licenciement, pardon. La question est de savoir, est-ce que oui ou non, j'ai un licenciement. Est-ce que je dois respecter ce formalisme pour le licenciement pendant la période d'essai? Non, absolument pas. Il n'y a aucun formalisme particulier. Donc, peu importe la façon dont on formalise tout ça. Par contre, il faut effectivement avoir un entretien. L'absence d'entretien entraîne l'illégalité de la décision de licenciement pendant la période d'essai ou au terme de la période d'essai, mais j'ai pas ni à le formaliser, ni à faire une convocation en amont, ni rien. Par contre, il faut que je fasse un compte rendu et que je prouve la réalité de l'entretien. Autre petit élément, toujours sur les contractuels, c'est la question de la réévaluation.
On a déjà pu parler hein, de la façon de rémunérer les contractuels et de la façon dont on est censé apprécier la rémunération, la détermination de la rémunération des contractuels et aussi la faire évoluer. Je vous rappelle que j'ai le droit à une réévaluation au minimum tous les 3 ans. C'est un droit, hein, et l'agent peut en demander l'application. Euh, et cette réévaluation est de droit pour les CDI et les agents qui sont recrutés en CDD sur des besoins permanents depuis au moins 3 ans. Et les critères qui sont prévus, c'est notamment les résultats de l'entretien pro et l'évolution des fonctions. Là, on a une petite JP hein, de la Cour administrative d'appel de Bordeaux qui nous rappelle que on n'est pas dans une comparaison stricte avec la rémunération des fonctionnaires. Ce que nous dit indirectement le juge, hein, c'est que j'ai pas un droit à une évolution de rémunération équivalente à ce qu'aurait pu percevoir un fonctionnaire exerçant des missions comparables mais qu'on est sur une réévaluation qui doit être au cas par cas, hein. Par contre, un agent qui a eu des très bonnes évaluations et qui a eu une évolution de ses fonctions, je parle bien d'évolution, mais pas de trop grosses modifications, sinon on tombe sur la problématique euh, du nouveau contrat, ça va être difficile de refuser de lui octroyer une augmentation de sa rémunération, sachant que réévaluation ne veut pas dire augmentation. On peut tout à fait garder la même REM à l'âge. Alors, un petit coup d'imputabilité pour se faire plaisir, parce que je vous ai dit, il y en a tous les mois. À nouveau, hein, une question de lien entre un entretien et l'accident de service, hein. C'est un agent qui a fait une bêtise, qui s'est fait euh, euh, a- attrapé par l'employeur et ils l'ont suspendu lors de son entretien une durée de 4 mois à la suite d'alertes sur des risques psychosociaux. Alors, c'est toujours assez compliqué à gérer cette situation-là. Euh, et fatalement, mon agent, il a eu un stress post-traumatique. Donc là, est-ce que c'est imputable ou pas? Eh bien, bon, c'est bien l'annonce et qui est en lien avec le stress. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de débat. Par contre, il y a une vraie question sur la qualification de l'événement. Et voilà, là-dessus, le juge revient et nous répète. Eh bien, sauf s'il a donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, un entretien ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent, et donc, eh ben, rejet de la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service, ce qui n'est pas le cas d'une situation de réorganisation de service entraînement une mise au placard. Et là, pour le coup, le juge me dit, ouais, la mise au placard, eh ben, c'est là où on a euh, une, euh, euh, une situation qui permet la reconnaissance de l'imputabilité au service à la suite de la mise en examen du maire. On a une réorganisation de service. L'agent a été affecté sans avoir été entendu ni prévenu en amont, donc d'où le caractère soudain et violent à un poste de gestionnaire, le privant d'une partie de ses attributions et lui donnant un sentiment relevé par les experts médicaux de mise au placard, alors qu'il donnait jusqu'ici entière sa fixation depuis de nombreuses données. Donc c'est soudain. Donc en plus de ça, il n'y avait aucune pathologie mentale. Donc, eh bien, l'aggravation de son état de santé est bien imputable au service. Dernier point, l'astreinte. Alors, je ne sais pas si vous suivez un petit peu les éléments sur l'astreinte, hein, mais il y a eu des débats assez fréquents autour de la qualification des périodes d'astreinte et notamment autour de la qualification du temps de travail. On a eu toute une construction hein, sur la notion de temps de travail. Pour le Conseil d'État, la jurisprudence de principe sur le temps de travail qui date de février 2013, oui. Le temps de travail, c'est la situation de l'agent qui est à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
Euh, est-ce qu'une astreinte est du temps de travail? Voilà, c'est un petit peu entre les deux. Et là-dessus, on a une jurisprudence européenne, donc très récente, et c'est la raison du fait que j'en parle ici, qui est reprise par un arrêt de la d'une cour administrative d'appel sur voilà la qualification d'astreinte comme temps de travail. Et le juge nous fait un petit peu de pédagogie sur les critères qui doivent être utilisés pour dire, ah mais en fait ça c'est une fausse astreinte, c'est du temps de travail. Euh, pour la Cour de justice de l'Union européenne, l'astreinte effectuée sur le lieu de travail et non pas le lieu de travail qui se confond avec le domicile. En son sens, on parle des gens qui sont logés sur leur lieu de travail. Ça doit être qualifié dans l'intégralité du temps de travail, dès lors que le travailleur doit rester éloigné de son environnement social et familial et bénéficie d'une faible latitude pour gérer le temps pendant lequel ces services se sont sollicités. Maintenant, lorsque j'ai une astreinte qui n'est pas sur le lieu de travail, quels éléments on va prendre en compte pour savoir si malgré tout c'est du temps de travail? Il y a, c'est le temps de réaction laissé au travailleur, c'est les contraintes et facilités accordées aux travailleurs pendant cette période, et c'est la fréquence moyenne des prestations effectives. On est ici hein, sur l'accumulation de jurisprudence de 2021. Donc, est-ce que oui ou non, l'astreinte à domicile est du temps de travail? Eh ben, on va devoir utiliser ces critères-là. Et en l'occurrence, la Cour administrative d'appel nous considère ici le 21 novembre que dans son environnement familial, il disposait d'un temps pour se consacrer à ses contraintes familiales, qu'il avait des facilités suffisantes accordées par l'employeur, puisqu'il pouvait faire ce qu'il voulait, grosso modo. Même s'il y a des interventions fréquentes, l'astreinte aujourd'hui n'est toujours pas et ne sera peut-être jamais réellement du temps de travail à partir du moment où déjà elle est effectuée chez soi. Alors après, on pourrait tout à fait imaginer que quelqu'un qui est en astreinte, qui revient tout le temps, à chaque instant, bon, ça serait du temps de travail, mais on n'a pas encore eu le cas. Je vous remercie d'avoir suivi cette intervention.